Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde. Ça y est, nous sommes le dimanche. Dimanche 1er mai, dites donc. J'espère que vous en avez bien profité à double titre, puisque le 1er mai, c'est la fête du travail où on se repose, et le dimanche aussi. Ça nous va bien. Si vous êtes sur les routes de France pour rentrer chez vous, soyez prudents. Aujourd'hui, dans Sarroul, on va parler entre autres des métiers de l'automobile. Est-ce qu'ils attirent encore les jeunes générations? Avec notre ami Pierre, qui lui aussi a décidé de prendre la route en ce dimanche soir. Salut mon Pierrot. Salut ma Lolo, à une semaine de mon anniversaire où je fêterai la semaine prochaine mes 21 ans, eh bien oui, j'ai décidé de prendre un petit peu la route après la présidentielle, ça fait du bien. Vous avez bien raison, Pierre reste avec nous donc sur les routes de France. Quant à vous, 0826 300 300, vous le savez, c'est le numéro à composer pour réagir au programme de notre rendez-vous. Un programme qui va nous permettre entre autres de parler des métiers de l'automobile dans leur généralité, bien sûr en termes de formation, mais également que vont-ils devenir, surtout les métiers liés à la voiture thermique et surtout l'après-vente de ce métier. Que va-t-il se passer avec eux suite à l'arrivée en force des voitures électriques? 0826 300 300 pour nous rejoindre ou je participe @sudradio.fr pour nous envoyer un mail en mettant dans le corps du mail ça roule. Sud Radio Sarroul. Les métiers d'automobile attirent-ils encore les jeunes générations? Quelle formation est proposée en Ile-de-France? On en parle, Pierre, car le métier de l'automobile et l'automobile est en légèrement grosse évolution. Tout change en fait. Oui, c'est important Laurence, parce que le rapport des jeunes à la voiture est biaisé. Aujourd'hui, médiatiquement, on nous fait croire que les jeunes ne veulent plus d'automobile. On met en avant le fait que les jeunes ne passent pas leur permis de conduire de la même manière à 18 ans qu'avant. Et on en oublie un point essentiel. Les jeunes sont forcément très intéressés par l'automobile puisqu'ils passent le permis quand même un petit peu plus tard, mais ils le passent quand même. Donc ne tombons pas dans le piège qui serait de penser que la voiture n'intéresse plus les jeunes. Elle les intéresse et les métiers de l'auto forcément aussi. Exactement. Et on va vous présenter la Forpa aujourd'hui. Alors on a plein d'invités autour de notre table dans le studio de Sarroul sur Sud Radio. Madame Lydie Gosselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice pédagogique de la Forpa. On va aussi saluer Pierre Brice Macado. Bonjour Brice. Bonjour. Qui est un jeune étudiant en bac pro maintenance des véhicules et qui poursuit actuellement en BTS maintenance des véhicules également. Nous avons Vincent Martineau. Salut Vincent. Bonjour. Quel âge? 21. Waouh, jeune en CQP, peintre confirmé. C'est quoi CQP? C'est... Comment on pourrait dire ça à peu près? C'est une amélioration du CAP peinture. D'accord, très bien. Donc peinture auto évidemment. Donc tu as fait un CAP, un bac pro et réparation de carrosserie pour le bac pro. Et puis nous avons Ricardo. Bonjour Ricardo. Bonjour. Alors Ricardo, quel âge? Alors moi j'ai 20 ans. 20 ans. Ça nous fait du bien là, hein, Pierrot. Jeune en titre à finalité professionnelle, réceptionnaire après-vente automobile. C'est bien ça. C'est ça. Un petit mot, Lydie Gosselin, sur la Forpa. Quelle est cette école particulière? Alors, on est en Ile-de-France particulièrement, dont le président est Jean-Claude Dugénie, qui est aussi président, un des présidents de Mobiliance. Tout à fait. La Forpa, en effet, est implantée en Ile-de-France. On a 6 centres de formation dispatchés dans les différents départements. On en a 2 en Seine-et-Marne, un dans les Hauts-de-Seine, un en Val-de-Marne, un au campus de Guyancourt dans le 78 et un à Savigny-sur-Orge. Donc en fait, on offre une palette de formations assez complète qui répond à l'évolution du monde de l'automobile et qui répond aussi aux envies des jeunes. C'est vrai qu'on parle du CAP au BTS et on offre une formation assez élargie pour les métiers de la maintenance, réparation, peinture et service après-vente. Le jeune homme va vous en parler. Oui, Pierre. Petite question très simple pour mettre les pieds dans le plat directement. Est-ce que lorsqu'on a un jeune qui est par exemple en phase de chômage, c'est compliqué de trouver un métier, est-ce que ce type de formation peut être prise en charge par Pôle emploi ? Oui, tout à fait. Oui, il y a des partenariats qui sont en train de s'opérer, justement. Et la Forpa, on ne l'avait pas fait jusqu'à présent, mais c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. C'est une école gratuite? Oui. Les jeunes sont rémunérés. On a un partenariat d'entreprise, un tissu d'entreprise avec lesquels on travaille. C'est l'alternance? C'est l'alternance. Donc les jeunes, en effet, sont rémunérés, viennent en centre une semaine sur 2 ou un petit peu toutes les semaines en fonction des formations.
Et voilà, la formation est gratuite et les jeunes apprennent un métier en étant payés puisqu'ils sont en entreprise. Brice, qu'est-ce qui vous a attiré? Alors Brice, vous avez quel âge, je vais vous demander? J'ai 21 ans. 21 ans. Vous êtes en bac pro maintenance des véhicules et vous poursuivez ce fameux BTS, donc l'étape au-dessus. Qu'est-ce qui vous a attiré dans les métiers de l'auto? Pourquoi l'automobile? Pour commencer, l'automobile était une passion depuis tout petit. Les voitures m'ont toujours attiré et quand on aime les voitures, en général, on aime aussi travailler dessus. Et là, en l'occurrence, cette formation maintenance des véhicules, ça veut dire quoi exactement? Pouvoir apporter tout ce qui est maintenance, donc tout ce qui peut entretenir le véhicule pour pouvoir rouler en toute sécurité. Pierre, 21 ans, Brice qui dit « J'adore les bagnoles », ça fait du bien. Hein. Ouais. Et puis ça fait du bien d'entendre ça dans la bouche de quelqu'un qui est jeune. Je voudrais poser une question à tous nos amis qui sont autour de la table. Est-ce que dans le cadre de vos formations, vous avez affaire uniquement à des passionnés auto, ou est-ce que vous trouvez aussi des gens un petit peu plus opportunistes, entre guillemets, qui ont trouvé juste une filière pour trouver un job? Alors, qui veut répondre? Pas forcément. Ricardo. Voilà, du coup c'est moi. 20 ans. Pas forcément. Il y a beaucoup de passionnés. Hein. Souvent, quand ils viennent à la Forpa, c'est qu'ils sont vraiment passionnés par leur métier parce qu'ils vont faire ça un petit peu pendant 3 ans au bac ou 2 ans au BTS. Du coup, on fait, par exemple, moi j'ai fait un BTS maintenance des véhicules à la Forpa. Du coup, c'était une semaine, et pendant 2 ans, vous êtes en entreprise. Du coup, il faut aimer un petit peu les voitures, quoi. Après, il y a certaines personnes qui font ça pour faire un autre métier par la suite. C'est-à-dire, ils font un bac maintenance des véhicules pour partir en MCI, par exemple. MCI? Voilà, ça c'est moteur à combustion interne. Merci monsieur. Voilà, du coup c'est un petit peu plus technique et c'est pas vraiment de la maintenance. Voilà, c'est vraiment de la programmation moteur et après de l'étude du moteur. Là, et vous en avez pas marre d'entendre tous ces discours politiques qui tapent contre les automobilistes, qui tapent contre la voiture, les restrictions de circulation, bref, qui diabolisent l'auto au quotidien? Vous en avez pas marre un petit peu? Ricardo, Brice ou Vincent qui veut répondre? Alors, Ricardo, il souriait en écoutant ta question, Pierre. Ça vous... Bah oui, moi ça me fait rire. Tout le temps, ça me fait rire. Brice? Je suis de son avis. Vincent? Je suis entièrement d'accord avec eux. Alors Vincent, vous êtes en peintre confirmé, vous avez déjà fait un CAP et un bac pro. Vous, même question, qu'est-ce qui vous a attiré dans ces métiers de l'auto? En fait, mon père est carrossier peintre. Ah bah oui, ça aide. Du coup, j'ai appris à aimer le métier avec lui et j'ai voulu continuer et faire le même métier que lui. On revient sur la jeunesse, si vous le voulez bien, Lydie. Nos jeunes, là, ils ont 20 ans, 21 ans. Généralement, ils arrivent soit pour le CAP, ils le peuvent le faire chez vous. Oui, donc à partir de la 3e. À partir de la 3e, 15 ans, s'ils ont fait une année 3e, oui, tout à fait. Ensuite, à partir du bac pro, donc il y en a qui passent le bac, des bacs techniques et qui vous rejoignent après? Oui, tout à fait. De plus en plus, en fait, des jeunes qui engagent un parcours en technique ou autre. Hein. On a même des jeunes qui sont en fac et qui reviennent après nous retrouver. Donc c'est ouvert, oui, et la palette est large, hein, l'âge est large. La Forpa AFORPA, donc essentiellement en Ile-de-France. Oui. Est-ce que vous êtes évidemment obligé aussi, si ce n'est une obligation, en tout cas une évolution, d'aller vers des motorisations différentes, comme celles qui sont en train d'arriver, les hybrides, les électriques? Oui, on s'adapte, mais les formations aussi s'adaptent au terrain. On offre des formations diplômantes, mais également des formations certifiantes qui répondent justement aux exigences des évolutions techniques. Hein. Donc oui, bien sûr. Et on vous posait la question, les métiers de l'automobile attirent-ils encore les jeunes générations? On vous demandait, vous, si vous pensiez qu'effectivement ces métiers avaient de l'avenir. On a Corentin qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Corentin. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors vous, les métiers de l'automobile? Alors, moi, j'ai fait un grand parcours. J'ai commencé par le CAP, le bac, qui était en mécanique automobile. Ensuite, je suis passé par un BTS en après-vente automobile, donc pour continuer la lignée. Et pour terminer par la licence en électronique embarquée, qui était très intéressante aussi. Et vous l'avez fait où? Dans quel cadre, Corentin? Vous êtes dans quelle région? Alors, tout le début du parcours, je l'ai fait en Haute-Savoie. Et par contre, pour le reste, pour la licence, étant donné qu'il n'y avait pas en Haute-Savoie, j'ai dû partir sur Belfort-Montbéliard pour faire la licence.
en électronique embarquée. Quand on entend, on a envie de dire, c'est quand les petits voyants s'allument et qu'on a des soucis d'électronique dans la voiture. Mais on a l'impression que c'est un métier de spécialiste. Pareil, Corentin, j'aime bien mettre les pieds dans le plat. L'image de la filière automobile où on est payé au SMIC toute sa vie, c'est vrai. Ou alors on a quand même des perspectives, quand on se spécialise comme vous, d'accéder à des salaires qui sont un petit peu plus sympathiques. Alors, c'est vrai que si on reste sur les bases comme le CAP, le bac, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, ça c'est sûr. Mais ça permet quand même de mettre les premiers pieds dans le plat. Après, financièrement, ça reste quand même... oui, un peu plus élevé que le SMIC, ça c'est sûr. Mais c'est pas, voilà, c'est aujourd'hui un métier qui est peut-être pas encore assez, des métiers qui sont pas encore assez reconnus. Hein. On l'a vu pendant la Covid en plus, Pierre. Enfin, je veux dire, ça faisait partie des métiers qui continuaient à bosser parce qu'il fallait continuer à travailler, réparer, etc. Effectivement, ouais, ça casse l'image un petit peu, Laurence, parce que tu te rappelles, les garages ont été considérés comme les stations-service, comme des endroits de première nécessité qui faisaient vivre le pays parce que pas de déplacement, pas de mobilité égale récession. On l'a bien vu avec les prix du carburant, lorsqu'ils montaient, les Français consommaient beaucoup moins. Mais le problème, c'est que malgré ça, on reste sur une filière qui est un peu dénigrée par nos pouvoirs publics, faut être très clair, à travers tout ce qu'on entend contre la voiture. Et malheureusement, pourtant, on a toujours cette image du garagiste arnaqueur. Vous savez, vous connaissez les sketchs, hein, Daniel Prévost et compagnie. Le garagiste qui va nous arnaquer, qui roule en Porsche, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Les garagistes et la main d'œuvre en France n'est pas extrêmement élevée. Si on va en Allemagne, la main d'œuvre est beaucoup plus élevée qu'en France. Hein, mais je suis complètement d'accord. Les garçons, on va se retrouver dans quelques instants et vous allez me dire quand on va se retrouver si effectivement les salaires des métiers de l'automobile que vous allez embrasser vous semblent trop petits ou voilà votre position par rapport à ça. A priori, c'est pas ça qui vous bloque. C'est pas une histoire de salaire, c'est une histoire de passion. Et quand la passion est là, ma foi, ça fait vraiment du bien. On en reparle dans quelques instants des métiers de l'auto. Merci Corentin. Nous sommes toujours avec La Forpa. La Forpa qui nous accueille aujourd'hui que nous accueillons aujourd'hui, entre autres avec Lydie Gosselin, directrice pédagogique, Brice Macado, qui est un jeune en bac pro et en BTS maintenance des véhicules, puisque maintenant il a eu son bac. Vincent, qui est jeune également, bac pro, CAP et CQP peintre confirmé carrosserie. Et Ricardo, qui lui est en finalité professionnelle, réceptionnaire après-vente automobile. À tout de suite. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous parlons de la formation des jeunes qui attire toujours autant pour l'automobile avec la Forpa, c'est l'association régionale pour la formation professionnelle automobile qui est notre invité spécial. C'est le premier centre de formation en alternance qui prépare au métier de service de l'automobile et de la mobilité. Et ils font partie également avec nous de notre rendez-vous Lydie Gosselin, directrice pédagogique de la Forpa dont on parle. Et puis les jeunes Brice, Vincent et Ricardo, ça m'évitera de faire des erreurs phonétiques sur les noms de famille, qui sont avec nous, qui ont entre 20 et 21 ans et qui ont décidé d'épouser les métiers de l'automobile. Juste avant la pause, on parlait des salaires et c'est vrai que Pierre, qui est avec nous, a soulevé, a ouvert un peu cette boîte, de dire les salaires, peut-être que dans le milieu de l'auto, avec Corentin qui est avec nous au téléphone, c'est pas ce qu'il y a de plus cool. En fait, ça serait bien que ce soit peut-être un peu plus. Vous en pensez quoi, les jeunes? Les salaires des métiers de l'automobile? Brice. C'est vrai, je vais commencer. Et c'est vrai qu'au début, les salaires sont pas très élevés. On compte beaucoup sur, par exemple, des avantages qu'on peut avoir sur certaines entreprises, comme les primes à la rentabilité ou la prime à l'outillage, par exemple. C'est quoi la prime à l'outillage ? En fait, par rapport à ce que le patron a acheté, si on utilise beaucoup tout ce qui est outillage, ça lui permet de rentabiliser ce qu'il a acheté. D'accord. Et donc, du coup, sur ce que utilisent ces mécanos, il lui donne une participation avec cette petite prime. D'accord. Donc vous comptez plus là-dessus? Pour pouvoir évoluer plus rapidement, oui, sur certaines entreprises, les primes vont beaucoup compter sur le choix qu'on va pouvoir faire par la suite. Ça veut dire quoi, entre autres, que c'est vraiment plus un métier de passion? On le choisit par passion, on ne choisit pas pour une histoire d'argent? En tout cas, de salaire? Au début, il faut le choisir par passion. Parce que on va pas commencer. J'aime bien s'ils ont quand même les pieds sur terre. C'est cool. On va pas commencer un métier si on n'aime pas le métier. Ouais, c'est clair. Après, c'est sûr que dans le temps, on va commencer à avoir une famille, par exemple, où là, il va falloir avoir un minimum de salaire. Et là, on va chercher le salaire. Là, c'est sûr, c'est plus compliqué. Moi, je suis en réception.
coup, la réception, quand on sort de réception, c'est-à-dire du CQP, du TFP RAV, on peut prétendre à 1800, 1900 euros net par mois. D'accord. C'est déjà très bien pour un début. Et il faut savoir qu'en réception, avec le temps, on peut évoluer. Et on a des primes encore, comme disait mon collègue, on a des primes qui sont bien avantageuses si on est dans une bonne entreprise. Toi, Ricardo, on est en réceptionnaire après-vente automobile. Ça veut dire qu'on va te rencontrer quand on va être, par exemple, chez les concessionnaires ou notre garagiste, chez qui on va faire réparer sa voiture ou faire les entretiens classiques. C'est toi qui va nous accueillir ? Exactement, c'est moi, du début à la fin. Et alors on a un autre cas, puis après on parlera de l'alternance, que je sais qu'on en a un petit peu évoqué, on a commencé à l'évoquer avec Lydie, mais on va revenir là-dessus. Vincent, toi tu nous l'as dit, papa est à son garage ? Non. Taillé, il a fini ? Non, il n'a pas de garage, il est, comment ça s'appelle ? Il est employé. Il est employé, d'accord. Mais et toi, demain, pareil, le carrossier, c'est quoi à peu près le salaire d'un carrossier, peintre ? En fait, ça varie beaucoup, suivant notre capacité à opérer les réparations. Mais ça peut aller du SMIC, en sortie d'école, si on a vraiment un niveau très bas, jusqu'à... Actuellement, ils sont en pleine recherche. Il y en a de moins en moins. Ça peut aller jusqu'à des 3000. Ah ouais. Pierre ? Ah bah là ça devient plus sympa tout de suite. Hein. Mais il vient de dire quelque chose qui est extrêmement pertinent. C'est-à-dire que de plus en plus on a habitué les automobilistes à changer la pièce plutôt que réparer, avec très peu de travaux de carrosserie, ce qui fait qu'on a eu de moins en moins de carrossiers. Regarde autour de toi, des carrosseries, il y en a quasiment plus. Étymologiquement, d'ailleurs, le mot carrosserie est extrêmement intéressant. Ça montre que c'est un métier qui a un passé extrêmement fort. C'était celui qui réparait le carrosse, quoi. Donc, ce métier aujourd'hui, il a été moins prisé, il y a plus de tension et on va dire qu'on en cherche de plus en plus parce que ça revient, parce que l'économie circulaire revient, les idées plus ou moins écolo de la réparation reviennent. Et ça va profiter à ta filière de carrosserie, je pense. Exactement. Et il y a Lydie, mon Pierre, qui hochait de la tête, hein, Lydie Gosselin, directrice pédagogique de la Forpa. Dans quel sens ? Oui, tout à fait. Dans le bon sens, dans le bon sens. C'est vrai, il y a eu une période où il y avait un besoin qui était moindre. Sauf que là, en effet, les entreprises ont de plus en plus besoin de jeunes avec ces compétences-là. À la Forpa, par ailleurs, c'est vrai que pour répondre un petit peu au salaire, la problématique des salaires, on encourage les jeunes à poursuivre leur formation. C'est-à-dire qu'ils engagent parfois, comme vous le disiez tout à l'heure, ils arrivent à la Forpa à 15 ans, 16 ans, en CAP, en bac pro, et on les incite, on essaie de les pousser à ce qu'ils aient des compléments de compétences, donc soit en poursuivant en BTS ou dans des titres de branche aussi, pour justement accéder à une palette de compétences plus élargie et répondre surtout aux besoins des entreprises. Et c'est vrai Lydie, à part vous, est-ce qu'il y a des filles à la Forpa ? Il y en a quelques-unes, pas assez, mais il y en a, oui. Combien à peu près en pourcentage ? Très peu, il y en a 2-3%, c'est pas encore... Bon, les gars, ça doit être compliqué. Non, mais c'est vrai qu'on les incite. Moi, j'étais en lettres modernes, c'était plus sympa. Et quand elles sont là, elles sont très, très, très Quels sont les métiers qu'elles choisissent d'ailleurs quand elles arrivent à la Forpa ? C'est très divers. C'est la maintenance. Plutôt la maintenance, mais également réparation des carrosseries. Il y en a aussi quelques-unes. C'est une bonne question. Les garçons, quel regard vous portez aujourd'hui en 2022 sur le fait que des femmes, des filles, épousent aussi les métiers de l'automobile ? On est en 2022. Hein. C'est bien. Il devrait... J'adore. C'est bien. Mais il en faut plus. Il en faut plus, exactement. Elles sont toujours chouchoutées dans les sections quand il y en a. Oui. T'en as une en section carrosserie, Vincent ? Non, mais j'en ai eu dans mes diverses années et elles ont leur place. C'est normal. Puis en plus, on travaille bien, nous les nanas. Il y a combien d'élèves par an qui rentrent à la Forpa ? Il y en a beaucoup. En tout, on a 1100 jeunes. Donc chaque année, il y a à peu près 500-600 jeunes qui arrivent dans les différentes filières. Hein. Donc c'est assez... Et c'est vrai qu'on les accueille volontiers, les filles, les garçons. C'est vrai qu'on offre une palette qui est assez large et surtout géographiquement, dans la mesure où on est répartis géographiquement. Donc ça donne la possibilité aux jeunes de venir nous rejoindre. Et en alternance, c'est vrai que c'est un bon compromis aussi parce que
Du salaire, c'est vrai que les jeunes perçoivent un salaire, mais c'est aussi, ils ont un pied dans l'entreprise. De combien, l'alternance ? C'est très variable en fonction de la formation, de l'âge. Il y a une palette assez large au niveau des salaires, mais c'est surtout que ça leur donne déjà un pied dans l'entreprise. Et professionnellement parlant, c'est vrai qu'après, pour l'insertion, c'est plus simple. Parlons vrai, les garçons, on est sur Sud Radio, on parle vrai, surtout dans Ça roule. Le salaire en alternance, Brice, que tu touches actuellement ? Moi, je suis en 3e année et j'ai 21 ans et mon salaire actuel, c'est 1 250 €. Brut ou net ? Brut. Net, pardon. Net. Vincent ? Moi, je suis à 1000 net. 1000 net, et ça fait combien de temps que tu as commencé ton alternance ? 5 ans, mais comme j'ai fait plusieurs formations, là, je suis parti dans une autre. Ça a diminué, et en CQP, on est imposé. On rappelle CQP ? CQP, contrat de qualification professionnelle. Merci. Ricardo ? Et moi, bon... J'adore Ricardo. J'ai fait 2 ans en BTS, du coup j'étais à 800 €, voilà, parce que ça faisait que 2 ans, quoi. Et comme j'ai changé de filière en fait d'activité, du coup le CQP TFP RAV, excusez-moi, c'est pas en fait à la même finalité professionnelle qu'il y a en BTS maintenance des véhicules. Du coup en fait j'ai gardé mon salaire l'année dernière et je suis à 800 €. D'accord, ok. Ça, c'est important. Oui, bon, ça, c'est des salaires de formation. Oui, tout à fait. Il faut relativiser. Je vous l'espère, parce que vous allez gagner pendant 40 ans toute votre vie, bien évidemment. Exactement. Mais des formations qualifiantes qui permettent d'être rémunérées, c'est quand même plutôt pas mal finalement. Ça permet quand même d'avoir quelque chose qui tombe à la fin du mois. On n'a pas tous nos parents derrière nous qui assurent, qui nous logent de temps à autre. Il faut pouvoir à la fois se former et puis à la fois vivre. Donc ça reste une formation qualifiante, rémunérée, et ça c'est pas si démocratisé que ça. On va accueillir Axel qui nous rejoint au 0826 300 300, puisque dans Ça roule, vous savez qu'on parle des formations pour les jeunes, pour l'automobile. Est-ce que ça attire encore? Salut Axel. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous appelez de Bordeaux, vous? Exactement. Vous avez quel âge? 21 ans. Et vous faites quoi comme formation? Alors moi, je suis en licence professionnelle dans le management et l'organisation des services de l'automobile. D'accord. Quel type de service? Tous? Moi, je m'occupe de tout ce qui est après-vente. Ah, on a trouvé votre futur patron. Parce qu'on a Ricardo qui fait ça aussi. Alors, pourquoi vous, les métiers de l'auto? Une passion, tout simplement, une passion pour l'automobile. Voilà, depuis tout jeune, transmis par mon père. Et puis voilà, on fait la suite, tout simplement. Y compris sur les aspirateurs, enfin les voitures électriques. Ah non, ça c'est pas une passion pour moi. Ça, non, c'est pas une passion pour moi. Mais bon, ça va avec le développement des technologies d'aujourd'hui, donc pourquoi pas. Et surtout quand il manque les pièces. Vous souvenez-vous, il y a plus de 15 jours, l'usine de Douai a mis 9 jours ou 11 jours en chômage technique parce qu'il manquait les pièces pour faire les batteries. Semi-conducteurs. Les semi-conducteurs. Oui. Axel, comment vous voyez votre avenir, vous, dans ces métiers de l'auto? Moi, je continue les études déjà dans un premier temps, et puis moi, je me vois ouvrir ma propre société plus tard. Mais voilà, pour l'instant, c'est juste un passage entre guillemets pour arriver à mon rêve, qui est de créer ma propre société en tant que mandataire automobile. D'accord, mandataire automobile, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Achat-revente de véhicules, par exemple j'achète en Allemagne, après, en Allemagne et revend en France. Ouais. Voilà, exactement. D'accord. Et on fait attention au contrôle technique allemand et au compteur kilométrique trafiqué, parce que c'est le sport national en Allemagne et en Belgique. Waouh. Allez, bam, on parle vrai sur Sud Radio. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, Axel. Il n'y a pas de souci. Merci, on arrive sur la fin de notre rendez-vous. Les garçons, le mot de la fin pour vous, Ricardo, votre avenir, vous le voyez comment dans les métiers de l'auto? Du coup, je vais faire une licence comme monsieur Axel là, qui vient de passer. Et j'espère que j'irai loin. Et si vraiment un jour je peux le faire, j'aimerais aussi créer ma propre entreprise, quoi. Top. Vincent? Moi, je le vois bien. Et pareil, je voudrais aussi créer une entreprise. Plutôt une carrosserie pour le coup? Non, carrosserie, peinture. Je voudrais ramener les belles peintures customisées. Oh, j'adore. Ouais, super. Et vous? Et moi, Brice? poursuivre le maximum mes études et à terme travailler dans une marque prestigieuse de voitures. Comme Dacia. Ferrari. Dacia. Un mot, Lydie, pour conclure. Tous ceux qui nous écoutent ce soir et qui sont intéressés pour eux-mêmes ou pour leurs enfants qui ont émis le fait de vouloir travailler dans les métiers de l'auto,
Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir accueillis et en fait, vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'on offre vraiment une palette large de formations et il y a de l'avenir. Là, on est en mai, début mai. Pour la saison prochaine, c'est le bon moment. On peut prendre contact avec vous. Oui, bien sûr. Et pour ce faire, c'est simple, très très simple. Vous allez sur Internet. Le site s'appelle aforpa, aforpa.fr. Merci beaucoup tous les 5. Merci à vous. Tous les 4. vous. Tous les 5, c'est parce qu'il y a Pierrot qui est là-bas sur les routes de France. À suivre dans notre rendez-vous, nous allons parler évidemment de ce qui se passe avec les voitures électriques qui semblent vouloir totalement remplacer la thermique. Que vont devenir les métiers qui sont liés au thermique et surtout l'après-vente en particulier. On aurait presque pu te garder, Ricardo. À tout de suite. Sud Radio Saroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et dans quelques instants, vous le savez, dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Pierre, avec ce moment rendez-vous échange avec Pierre Chasseret pour vous inscrire, participer dès maintenant au 0826 300 300 ou par mail. Je participe @sudradio.fr et vous mettez bien Saroul échange avec Pierre Chasseret dans le corps de votre mail. Mais tout de suite, passons au deuxième sujet de Saroul. Sud Radio Saroul. On en entend parler de plus en plus. Nous avons bien sûr en ce moment la voiture électrique est en train de prendre de plus en plus de place dans nos vies. Mais quid, puisqu'elle semble vouloir remplacer la voiture thermique. Que vont devenir, Pierre, les métiers qui sont liés au thermique et à l'après-vente en particulier? On en parle aussi avec vous au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous retrouver. Et nous avons avec nous, Pierre, en studio, Fabrice Godefroy, qui est expert mobilité, bien sûr, de 40 millions d'automobilistes, mais surtout grand patron comment on pourrait dire, d'une grande maison d'après-vente de pièces détachées, c'est IDLP. IDLP, c'est le numéro 1 de la pièce détachée indépendante en France, Laurence. Et ça, c'est capital parce que sans pièces détachées, pas de réparation. Alors, on revient sur ce sujet, Fabrice, parce que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait, lorsqu'il était candidat au premier tour, notamment ce discours où il parlait beaucoup de voitures électriques, avec notamment ce projet qui sera peut-être mis en place, une voiture électrique pour tous à hauteur d'un remboursement pas davantage que 100 € par mois. Ça fait peur quand même pour tous les métiers qui vivent du thermique, non ? On a bien compris, de toute façon, il suit en fait la logique de la Commission européenne, c'est-à-dire le véhicule 100% électrique, avec une étape sur l'hybride, ça c'est certain, mais c'est sûr qu'on va directement vers le véhicule 100% électrique, et ça va avoir des répercussions évidemment au niveau de l'industrie, très fortes, parce que pour l'instant on n'est pas du tout dans le coup au niveau européen. Très très rapide là-dessus parce que j'ai pas. Non mais si c'est important. Allez-y, Fabrice. On n'est pas du tout dans le coup. 85% des batteries aujourd'hui des voitures électriques sont fabriquées en Asie, c'est-à-dire au Japon, en Corée. C'est des groupes comme c'était LG Shen pour les Coréens, enfin CATL pour les Chinois. Enfin bref, la batterie pour l'instant est fabriquée principalement en Asie. Quand elle est fabriquée en France pour les voitures électriques, on a un problème. Regardez ce qui s'est passé à Douai il y a 15 jours. Il y a chômage technique de 11 jours parce qu'il manquait les semi-conducteurs. Mais ça c'est pour l'ensemble des types de véhicules, même pour le thermique. Et puis après, effectivement, quand on voit que la voiture la moins chère en France, qui est une voiture qui est intéressante, c'est la Dacia Spring. Excusez-moi de vous arrêter. Le chômage technique à Douai, c'est sur la voiture électrique de chez Renault. Oui, parce qu'il y avait un problème de semi-conducteurs. Mais les semi-conducteurs, de toute façon, ça touche tout type de véhicule. C'est sur le sujet électrique. Mais c'est sûr que oui, voilà. Ouais. Donc l'industrie, ça va être une profonde mutation. En plus de ça, et j'en finis là-dessus sur l'industrie, c'est que on dit qu'on va avoir des usines en France qui s'appellent des gigafactories, mais il va bien falloir comprendre une chose, c'est qu'il y a une grande différence entre fabriquer et assembler une voiture électrique. Fabriquer, c'est-à-dire aller extraire les métaux indispensables, le lithium, le cobalt, le raffiner, c'est pas nous qui allons le faire. Les cellules de batterie risquent d'être fabriquées en Asie, puis après on va peut-être assembler les véhicules en Europe. Mais bon voilà, et puis après il faudra être compétitif. Enfin bon bref, au niveau de l'industrie, c'est une profonde mutation, et effectivement, pour revenir sur le sujet de l'après-vente, ça va être une profonde mutation, mais plus terrible. Terrible. Pierre, terrible. Le mot est peut-être même pire, je pense que c'est même pire que l'industrie. Ça veut dire quoi? Je voudrais être très clair, Laurence, et pour tous ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a quelques convaincus de la voiture électrique, ça divise beaucoup les Français, certains qui en sont convaincus, d'autres qui sont sceptiques et qui préfèrent l'hybridation, et puis d'autres qui sont totalement réfractaires à l'électrique. On va être très clair, Fabrice, parce que je pense qu'il faut parler clairement à tous ceux qui nous écoutent. Les gouvernements ont clairement tué le thermique dans tous les pays européens quasiment. La probabilité que nos prochaines voitures ne soient pas électriques, est-ce qu'elle existe ?
Oui, il peut y avoir un rebondissement. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Je me rappelle qu'il y a plus de 20 ans, on avait le GPL. Le GPL, c'était la nouvelle technologie. On avait une entreprise qui s'appelait d'ailleurs Roxer et qui fabriquait des systèmes pour transformer les véhicules en GPL. Et puis un jour, il y a eu un accident dans un parking. Et ça a malheureusement un petit peu stoppé le véhicule GPL. Donc oui, il peut y avoir un rebondissement, c'est certain. Après, j'ai bien l'impression que la pression est très très forte sur le 100% électrique. Bon, il y aura peut-être pas que ça, il y aura l'hydrogène, on parle des biocarburants, des carburants de synthèse, mais bon, tout ça, c'est l'hybride et l'hybride rechargeable, mais tout ça, c'est un intermédiaire avant d'arriver sur le 100% électrique, on y va. Et pour revenir sur la prévente, et même au niveau de l'industrie, alors on estime au niveau de l'industrie qu'il faut à peu près 50% de moins, entre 40 et 50% de moins de manœuvres pour assembler un véhicule 100% électrique. Donc c'est quand même énorme au niveau de l'industrie. Donc au niveau des métiers, c'est quelque chose. Mais au niveau de la prévente, en ce moment, je suis en pleine recherche, je rencontre tous les plus grands équipementiers mondiaux en ce moment, que ça soit Bosch et Delphi, qui sont les leaders sur la gestion moteur actuellement essence, hybride et diesel. Et quand je leur parle véhicule 100% électrique, parce que nous, il faut qu'on soit au parfum bientôt pour savoir comment il va falloir qu'on s'oriente. Et pour l'instant, on a très peu de réponses. Et il y en a certains qui sont très alarmiste. On parle de peut-être 60% de moins d'après-vente, 70%. Il y en a même qui disent 80% de moins d'après-vente sur un véhicule 100% électrique par rapport à un moteur thermique. Oui. Wow. Et alors, sauf la carrosserie. La carrosserie, il y avait un sujet qui était extrêmement intéressant. La carrosserie, ça ne changera pas. Mais alors, Fabrice, le moteur ? Fabrice, question, parce que là c'est assez intéressant. Tu nous dis que sur le service après-vente, sur toutes les pièces après-vente, la réparation, pour faire clair, la voiture électrique nécessite beaucoup moins de réparation. Moi je me mets à la place du Français de base. Là on est en train de se dire, bah chouette, si on passe moins souvent chez le garagiste, on va faire des économies. Deuxième question à laquelle je voudrais que tu réagisses. L'industrie automobile, notamment française, annonce des bénéfices records, notamment pour l'année dernière. Alors qu'ils n'ont jamais vendu aussi peu de voitures. Est-ce que ça veut dire qu'on nous vend la voiture électrique avec déjà une marge à l'intérieur qui compense la perte de ce que va pouvoir recevoir la marque ? Alors, bonne question. Je vais déjà te répondre à ta première question, c'est-à-dire, reformule Pierre, la première question, c'était, que le fait qu'on ait moins d'entretien et moins d'après-vente, c'est plutôt bon pour les automobilistes. Oui, ça c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. Parce qu'en fait, est-ce qu'on n'a pas assez de recul en plus ? Oui, alors déjà, on n'a pas suffisamment de recul sur savoir comment ça va vieillir, un véhicule 100% électrique. Et le problème, c'est que le jour où il y aura une panne sur un véhicule 100% électrique, notamment sur la batterie, c'est là où ça va être beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ? On va changer la batterie ? Prenons un exemple. Je vais faire un parallèle par rapport à un téléphone portable. Un iPhone, je vais faire un peu de pub. Quand vous avez un iPhone 7, un iPhone 8, et que votre téléphone est en train de bugger complètement et que c'est la batterie qui est morte, qu'est-ce qu'on fait ? On change le téléphone. Actuellement, si on commence à changer la batterie, ça risque de peut-être coûter plus cher et en plus la valeur résiduelle du téléphone n'est peut-être pas très importante. Et sur le véhicule, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire ? Oui, mais il faut se poser ce genre de questions. Moi, après, je suis allé très loin techniquement pour essayer de comprendre ce qu'on peut faire. Une batterie électrique, on pourrait éventuellement réparer des cellules de batterie. Il y a déjà des constructeurs qui y travaillent, comme Hyundai, j'en ai parlé hier avec justement un concessionnaire. Donc on commence à travailler là-dessus, donc sur les réparations de cellules de batterie. Bon, pourquoi pas ? Sauf que c'est pas si simple que ça, parce que quand on change une cellule neuve, alors que tout le reste des cellules de batterie sont forcément un peu moins performantes parce qu'elles ont vieilli, il faut rééquilibrer pour que la gestion de la batterie soit bonne. Fabrice, vous êtes en train de nous dire quoi ? Vous êtes en train de nous dire que demain j'achète une voiture électrique, dans 3 ans, je ne sais pas, ma batterie est morte, je vais changer ma voiture complètement, d'où... Non, j'espère pas, c'est impossible. Non, parce que sinon, on est en termes d'écologie, mais c'est dramatique pour la planète. Non, je pense qu'aujourd'hui, on est dans les balbutiements de savoir justement quelle va être la prévente. Parce que est-ce qu'on sera sur de l'échange réparation, de l'échange standard, de l'économie circulaire ? Il y a des constructeurs comme Renault là-dessus qui sont partis et ils ont raison, c'est-à-dire qu'il y aura des usines où on va repréparer ces batteries et après les revendre à des garages professionnels. On pourra peut-être intervenir sur les batteries, mais je vais vous prendre un autre exemple. On va dire, alors il y a la batterie, le changement, la prévente, mais les plaquettes de frein. Oui, plaquettes de frein, par exemple, comme le frein moteur d'un véhicule 100% électrique est beaucoup plus performant,
on freine moins. Et donc, on pourrait partir du principe, enfin j'ai vu des chiffres d'ailleurs sur le sujet, tout le monde n'est pas forcément d'accord parce que tout dépend comment on conduit un véhicule 100% électrique, mais c'est 5 à 10 fois moins de changement d'une plaquette de frein par rapport à avant. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de profonds changements. Mais, pour répondre à la question de Pierre, c'est pas forcément un gain parce qu'il ne faut pas que ça devienne des voitures jetables. Il faut répondre à la deuxième question de Pierre, parce qu'il y a Jean-Pierre qui nous attend, qui appelle de Montpellier, qui appelle sa route sur Sud Radio. Voilà, sur les prix. Sur les bénéfices records. Oui, parce que non, c'est pas ça. C'est est-ce que dans le prix de la voiture, c'est Pierre, hein, c'est ça, est-ce qu'ils ont déjà calculé toute cette perte de ces métiers d'automobile? Il a raison, Fabrice Laurence. Renault, notamment, a annoncé des gros bénéfices sur sa filière automobile neuve. Et pourtant, quand j'ai regardé les chiffres des ventes de véhicules, ils sont extrêmement la question, elle est bonne. bas. Donc, je me pose la question légitimement de savoir si on n'est pas en train de nous vendre plus cher un produit que ce qu'il nous coûte, de manière à anticiper du côté des constructeurs la perte d'après-vente. C'est ça. Alors il y a deux choses pour moi là-dessus. La première, c'est qu'on a eu des besoins, on a parlé des semi-conducteurs, en fait des pénuries sur certaines pièces, donc on a priorisé, les constructeurs ont priorisé le haut de gamme, évidemment sur la disponibilité des pièces, parce que là-dessus, ils ont peut-être un peu plus de rentabilité. Donc peut-être qu'ils ont vendu moins de voitures, mais ils ont peut-être vendu des voitures plus haut de gamme avec lesquelles ils ont un peu plus de marge. Et les petites voitures... Le moyen du véhicule neuf acheté, 28 000 €. Voilà. Et après, on est actuellement quand même dans une transition, parce que le véhicule 100% électrique, c'est quand même 1% du parc roulant, donc on a quand même le temps de se préparer, et c'est 10% des ventes aujourd'hui. Ça va vite, hein. Mais par contre, aujourd'hui, on est quand même sur l'électrification des véhicules. Donc, on est sur le véhicule hybride, il y a 3 générations, full hybride, hybride rechargeable, l'hybride léger 48 volts. Donc, c'est des véhicules forcément un petit peu plus chers, parce qu'à double technologie. Alors, on accueille tout de suite Jean-Pierre qui patiente joliment et gentiment au standard de Sud Radio pour Ça roule. Salut Jean-Pierre. Bonjour Malolo, bonjour Pierre. Ah Malolo, c'est trop mignon. Alors vous, que pensez-vous, que vont devenir les métiers qui sont liés au thermique et à l'après-vente en particulier? Je suis un inconditionnel du gasoil. Et l'autre jour, il y avait chez Christophe Jacubézy, le PDG de Total, qui disait qu'ils étaient capables de faire des diesels propres, des carburants propres. Donc gardez vos mazoutes. Mais du coup, vous, la voiture électrique, a priori, ne passera pas par vous? Ah non. Non, moi j'ai eu un embryon de voiture électrique, c'était une Prius. Bon. Ben voilà. Hein. En tout cas, ça vous convient, ça vous convenait pas, ça peut convenir à d'autres. D'ailleurs, la preuve, c'est quand même bien. Pour des petits kilométrages, mais la voiture chinoise qu'ils ont faite et qu'ils ont sortie qui vaut 100 000 €, donc c'est pas n'importe quel. Oui, mais regardez Tesla, ils font un boom. Et pourtant. Oui, ils font un boom, Laurence, mais Jean-Pierre, je pense qu'il a raison, parce que Jean-Pierre, sur l'hybride, il a bien mis en avant un point, c'est que c'est intéressant lorsque l'on se sert beaucoup du système électrique. Or, si tu pars sur autoroute avec ton véhicule hybride, tu surconsommes. Tu surconsommes parce que la voiture est plus lourde. Deuxième problème des véhicules hybrides, le réservoir à carburant est souvent beaucoup plus petit. Chez certaines marques, on avait un réservoir à 50-60 litres qui a été remplacé par un réservoir 30-35 litres. Ce qui fait que vous arrêtez beaucoup plus souvent à la station-service sur les longs parcours. Attention, c'est pour ça que c'est pas une mauvaise technologie. Il faut juste bien calculer quel est le véhicule qui nous convient. Oui, voilà, ça c'est la clé. Mais alors là, au-delà de ça, moi ce qui me fait un peu peur dans ce changement, c'est la casse humaine, je vais être direct. C'est-à-dire qu'on est en train de toute façon à nous forcer la main avec la voiture électrique, bien ou pas bien. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de rouler avec une voiture électrique vraiment, donc je vais pas mettre de jugement là-dessus. Mais la casse humaine au niveau social, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui vont littéralement disparaître. On l'a vu déjà avec l'usine Bosch qui a fermé à Rodez, il y a d'autres usines en France qui ferment. Et le problème, il est aussi là. Ceux qui vont souffrir, c'est les sous-traitants. Tu as nommé... Non, mais les fabricants, les usines aussi. Oui, c'est les sous-traitants. Par exemple, là, tu te parles de Bosch. Bon, là, évidemment, à Rodez, ils fabriquaient des injecteurs comme un rail. Bon, c'est sûr que... Non, mais c'est que le début. C'est que le début, ça, bien le sûr. problème. Bien sûr. Après, on espère effectivement que on pourra avoir une mutation forte au niveau de l'industrie et au niveau de l'après-vente. Mais c'est sûr qu'il va falloir vraiment se repositionner. Il y avait une école de formation et c'était extrêmement intéressant. J'ai écouté la Forpa. Bon, les formations que font les jeunes actuellement sont souvent sur le moteur thermique, sur la carrosserie, sur l'hybride. Il y a des certificats. Aujourd'hui, tous les professionnels... Non, mais concrètement, Fabrice Gautreau, excusez-moi de vous couper la parole. Vous êtes le patron d'IDLP. Oui. Donc c'est un des grands, la grosse boîte de services et de pièces détachées, de pièces d'après-vente.
Dans un délai de 5 ans, est-ce que vous êtes capable de voir que ça va pas aller et que vous allez devoir mettre des gens au chômage, que la société... Comment est la visibilité, comment vous vous projetez par rapport à ce changement en tant que patron de boîte là? Alors, en tant que patron de boîte, c'est très très clair, c'est que on a le temps de se préparer. Dans la prévente, c'est l'avantage. Pour l'instant, le 100% électrique, c'est 1% du parc roulant. Donc, on a le temps avec l'inertie du parc roulant. Surtout que la réalité, c'est que le parc roulant est en train de vieillir actuellement. Donc, on a le temps de se préparer. Par contre, il est important de se préparer et de savoir qu'est-ce qu'on va faire sur les prochaines technologies. C'est évident. Il faut qu'on s'y prépare. Et c'est ce que j'allais dire. Actuellement, tous les professionnels sont en train de faire des certifications pour pouvoir toucher des véhicules 100% électriques parce qu'il y a une question aussi de sécurité. Quand vous touchez un véhicule... Non mais quid de l'homme de 50, 60 ans aujourd'hui qui est à 50 sa retraite, peut-être pas à 50 lui, il aura le temps de continuer sur l'évolution du thermique. Et puis attention, l'hybride, vous avez toujours la même réparation à faire parce qu'il y a toujours un moteur thermique sur lequel il y aura les mêmes réparations qu'on a aujourd'hui sur un moteur thermique 100%. Et en plus, il y aura peut-être même un peu plus d'intervention parce qu'il y aura en plus la batterie. Et donc, il y a une gestion moteur entre le moteur thermique et l'électrique. Donc là, il y aura peut-être même plus de composants à réparer. Donc sur l'hybride, je pense qu'au contraire, on aura peut-être plus de travail. Donc sur Alors, moi je rajoute quelque chose à tous ceux qui se disent mince, avec les prix du carburant, peut-être qu'il faut changer la voiture, alors que la nôtre roule parfaitement bien. Je voudrais quand même rappeler, quand même un petit calcul très simple. Quand vous achetez un véhicule à 30 000 €, ça veut dire que vous allez jeter votre véhicule qui fonctionne parfaitement bien pour rebasculer vers un véhicule très cher et qui va vous coûter une fortune. De temps à autre, garder son véhicule qui fonctionne, c'est quand même le meilleur choix. Et puis, deuxième point, Fabrice, on le voit bien, on est en train d'inciter à l'électrique, à l'électrification à tout va, sauf que quand je regarde les chiffres, aujourd'hui, le parc automobile moyen en France, il vieillit, ça veut dire que les Français gardent leur auto. Oui, bien sûr. On sait très bien qu'on est en train, comme la politique pour imposer la voiture électrique, elle est en train on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix et je pense que c'est un bulldozer qui arrive là. Oui, de toute façon, on va nous l'imposer. Et puis même, admettons que le véhicule 100% électrique soit pas la technologie unique. Nous, c'est ce qu'on espère. Les biocarburants, les carburants synthèses. J'espère qu'il y aura d'autres, l'hydrogène. De toute façon, il va falloir que ça soit au niveau de l'industrie et au niveau de l'après-vente qu'on soit capable d'être en capacité de pouvoir réparer ce genre de véhicule à un prix qui soit acceptable pour les automobilistes. Et surtout, ça, c'est l'enjeu. Sans casse sociale. Et sans casse sociale. Sans chômage de masse. Parce que on rappelle la voiture, ce que ça représente en France, le PIB. Alors ça c'est très intéressant. Au niveau des emplois, on estime que c'est 8% des emplois en France qui travaillent directement et indirectement pour l'automobile. C'est 8%, énorme. C'est énorme. Plus, et Pierre le sait très bien, 40 millions d'automobilistes sur 67 millions de Français. Allez, on continue. Merci beaucoup Fabrice Godefroy. Ce sont de toute façon des sujets qui reviennent puisqu'on est dans cette époque-là. Et nous, quant à nous, Pierre, dans quelques instants, on se retrouve dans Ça roule pour Sud Radio pour le dernier rendez-vous de Ça roule avant 19h. L'échange avec Pierre, 0826 300 300. Sud Radio Ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre rendez-vous Ça roule en ce dimanche soir, le moment où vous pouvez venir échanger avec Pierre et évidemment parler des sujets de la politique routière qui vous intéressent. On accueille tout de suite Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Laurence, bonjour Pierre. Salut Guillaume. Vous habitez où Guillaume? Orléans. Très bien. Alors quel est votre sujet? On vous écoute. Alors en fait, j'aimerais revenir sur une précédente émission où vous avez parlé de la sécurité routière, avec des chiffres qui sont bons pour les autos et beaucoup moins bons pour les vélos et les piétons. Et avec un petit peu comme conclusion que la hausse finalement du nombre de morts des vélos était presque exclusivement due à leur incivisme. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez des chiffres plus précis? Est-ce que vous avez, sur quoi vous avez tiré votre analyse? Parce que moi, j'ai regardé au niveau local et j'ai pas du tout les mêmes conclusions. Alors, je vais vous résumer le truc. En fait, j'ai un peu, si vous regardez en streaming la vidéo, vous verrez que j'ai levé les sourcils quand vous avez dit que quand vous me prêtez des propos qui sont pas les miens. Il y a des incivilités à vélo, oui. Il y a des incivilités en voiture, oui. Il y a des chiffres qui sont comme ça, notamment une étude qui a été réalisée par une université à Strasbourg, notamment sur le pourcentage de cyclistes qui ne respectaient pas les feux tricolores. C'est ahurissant. Je dis pas que tous les cyclistes ne les respectent pas. Je dis juste qu'aujourd'hui, il y a une impunité totale du côté des cyclistes. Je fais du vélo.
Eh ben, je peux vous dire que j'ai jamais vu les forces de l'ordre constater, notamment, je sais pas, moi, ceux qui utilisent leur casque au vélo, leurs écouteurs, qui téléphonent en étant sur leur vélo, c'est comme ça, il n'y a pas de verbalisation. Donc au final, ça crée des comportements accidentogènes. Et oui, ça doit forcément impacter dans la responsabilité des accidents. Mais Guillaume, je vais être honnête, moi, en fait, la cause, je m'en fous. Savoir qui a raison et qui a tort, on s'en tamponne. Ce qui est triste, c'est de regarder le résultat, dont il faut tout faire pour faire en sorte que chacun respecte les règles. Il faut arrêter la guéguerre du « oui, mais celui qui est en voiture, il utilise son smartphone ». Oui, c'est vrai. Oui, mais celui qui est sur son vélo, il grille les feux. Oui, c'est vrai. Il faut revenir à un état de droit et de devoir. C'est-à-dire que quand on est en voiture, on prend soin et on fait attention aux autres. Et on accepte, quand on est à vélo, de faire attention au respect de la réglementation, même si objectivement, les forces de l'ordre ne contrôlent pas. C'est comme ça. Eh bien, je suis persuadé, moi je trouve que cette guerre entre cyclistes et automobilistes, elle est mais d'un niveau bac à sable, tellement mais consternant qu'on n'en sort pas. Ce qu'il faut, c'est revenir à des règles, des respects et arrêter de rejeter la faute. Quand on est cycliste, il faut faire attention aux autres et en plus de ça faire attention à son comportement. Et quand on est automobiliste aussi. Oui, mais ce qui est terrible, c'est quand on est cycliste, on est ultra vulnérable et que la moindre erreur d'un automobiliste doit être aussi anticipée. Il y a un rôle d'anticipation majeur parce que malheureusement, on n'a pas de deuxième chance. Guillaume ? Oui, non, là où il y a deux sujets différents. Là, c'était vraiment les causes des accidents. Et quand moi je regarde au niveau local et je regardais aussi un petit peu au niveau des autres départements, parce que pour éviter que ce nombre continue à augmenter, il faut voir quand même d'où ça vient. Et donc il faut analyser, il ne faut pas juste donner son sentiment et justement alimenter la guéguerre comme vous dites. Parce que moi quand je regarde précisément, il y a eu pas mal de victimes, il y en a eu 3 morts et 2 blessés graves, la moitié en moins de 13 ans. Tous étaient finalement sur la chaussée et la vraie raison c'est vraiment un manque d'aménagement. Il y a eu d'un côté une faute, il y a eu des cas d'excès de vitesse, voire même d'alcoolémie. Il y en a eu d'autres où c'était vraiment accidentologie. Mais c'est vrai que quand on vous écoute, on a l'impression que finalement, on mettrait un flic à chaque feu rouge et verbaliser tous ceux qui grillent le feu rouge, ça résoudrait le problème. Non, mais ça calmerait. Alors après, le civisme, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet parce que après, vous savez, moi je pense pas que les gens quand ils sont derrière un volant ou qu'ils sont derrière un guidon, leur personnalité ne change pas. Évidemment. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de respecter le code à route, il va pas respecter plus dans un sens ou dans l'autre. Particulièrement en France, tout le monde s'arrange un peu avec le code à route. Ouais, mais à vélo, il paraît qu'on le respecte moins parce qu'il y a une sensation de liberté. Oui, mais on a toujours des bonnes raisons. Vous savez, quand on prend un stop, on s'arrête pas complètement, on dit ouais, mais il y avait personne. Quand on s'arrête sur un trottoir, on dit oui, mais bon, j'en ai pour 2 minutes. Donc le vélo, c'est pareil. Bon, le feu est rouge, je passe. Alors là-dessus, pour dire que les gens sont inciviques, je suis d'accord, mais donnez. Non, pas les gens, certes. Pas les gens. Oui, mais en entendant votre émission, je pense que quand même, c'est un sujet grave. Non, la preuve, je vous corrige. Ça serait bien de donner des chiffres précis. Vous inquiétez pas, je vous les donne. Et pas un sentiment. Ah, mais c'est pas un sentiment, c'est une réalité. C'est pas un sentiment. Non, je viens de vous dire qu'il y a une étude de l'université de Strasbourg qui a été conduite il y a de mémoire quelques années maintenant, j'ai pas l'étude en tête précisément, mais qui constatait le taux de non-respect du feu tricolore chez les cyclistes. Je viens de vous l'expliquer. L'étude, elle est là. C'est pas moi qui le dis. J'y suis pour rien. Ça vous arrange pas, mais c'est comme ça. Ce que j'ai vérifié, il n'y a pas un seul des accidents qui s'est produit un feu rouge. Ah écoutez, on doit pas avoir le même service d'accidentologie. Je peux vous fournir mes sources et je serais ravi que vous me donniez les autres. Si en antenne, on peut avoir un mail. Orléans n'est pas la France, mon cher Guillaume. Quand on regarde une stat, d'ailleurs, vous devriez savoir normalement que la majeure partie des accidents qui impliquent des cyclistes sont hors agglomération d'ailleurs. Ah là, ça a été uniquement en agglomération, ce qu'il y a eu. Et si vous voulez, là, actuellement, là où il y a la plus forte progression, alors je suis d'accord, j'ai regardé qu'au niveau local. C'est pour ça que je vous demandais s'il y avait des sources plus précises, parce qu'attention, quand on vous écoute, on vous entend de plus en plus, on vous écoute, et il faut faire attention finalement à ne pas être trop précis dans les chiffres, à plus donner un sentiment, parce que vous êtes écouté entre autres par le maire de notre commune, qui intervient assez souvent sur la même chaîne que vous sur CNews. Et là, ça me gêne un peu plus parce que là, ça concerne sa commune. Et si
on voit pas vraiment quelle est la vraie raison, et ben on donne pas les bonnes solutions. Eh ben, je vais vous dire Et les quelque vraies chose et je solutions- vais conclure notre conversation comme ça. J'ai beaucoup de respect pour ce que D'accord. vous défendez et ça me gêne pas du tout. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si mon discours il plaît pas, eh ben vous savez quoi, je m'en fiche parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que je milite pour le respect de la réglementation, que ce soit du côté des automobilistes comme du côté des cyclistes. Et surtout- les cyclistes Oui. sont pas contents et veulent griller les feux, c'est plus mon problème. Voilà. Voilà, Oui, en mais fait, vous avez une verbalisation, rigueur point. journalistique à respecter, vous intervenez sur les médias, il vous faut une certaine rigueur. Et puis, Oh, mais, Ah, vous inquiétez pas, je suis d'une rigueur incontestable. Mes Ah non, études au sont niveau très des précises. chiffres, Guillaume, je pense que justement. Guillaume, Oui. effectivement, je pense qu'il faudrait peut-être que vous échangez hors antenne parce que ce que vous dites au niveau local n'est pas la France. Donc, en fait, on ne peut pas non plus du coup, c'est pas complètement exact ce que vous dites puisque ça ne correspond qu'à une petite ville, enfin une ville, Mais je pardon. le conçois, Belle ville, c'est pour mais- ça que je demandais quelles Donc, en étaient fait, les c'est ça. sources que vous aviez. Bah, Parce que je le ce conçois, sera moi, en j'ai regardé antenne, au mon niveau Guillaume, local. parce que alors c'est pas pour Oui, vous couper d'accord, la pas de parole souci. malheureusement parce que vous On savez se qu'il y a- rappelle, moi j'ai on- tout mon temps. moi. Oui, mais c'est surtout qu'on a l'info qui va arriver à 19h et qu'on est obligé de rendre l'antenne là. Donc y a aucun on va problème. se faire gronder. Mais en tout cas, vous le voyez sur Sud Radio, on donne la parole à tout le monde. Il n'y a pas. C'est très bien. Eh ben, Je vous on remercie. continuera de le faire. On vous embrasse fort et passez un beau dimanche soir, Guillaume. Merci de même. Merci, au revoir et merci d'être intervenu. Moi, je trouve que ça renvoie pas à une bonne image encore. C'est toujours pareil. Pierre, c'est- on a l'info qui arrive. C'est On- toujours, on oui, y mais va. c'est toujours À l'exemple du dimanche prochain, cycliste Pierre Chasseret. qui veut toujours À dimanche systématiquement prochain, défendre Pierre celui Chasseret, qui c'est grille les fini feux. pour ce C'est soir. terrible, Tout de suite, ça. les infos avant la pub ou après.